Bonjour Jean-Baptiste Danet. Bonjour Nicolas Bétou. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes le président de Croissance Plus. C'est une organisation patronale qui regroupe les entreprises dites de forte croissance, d'où son nom. Il y a eu un bras de fer ces jours derniers entre le gouvernement et le patronat. Le président de la République avait annoncé la semaine dernière à Souillac, je crois, dans un de ses grands débats, qu'il imposerait le bonus-malus pour les contrats courts ou très courts dans les entreprises. Le patronat immédiatement s'est retiré de la négociation chômage qui justement était en train d'aborder le problème avec les syndicats. Et puis le Premier ministre hier a dit non, revenez les patrons, revenez négocier. Et il n'a plus prononcé le mot bonus-malus. Ce bras de fer a été gagné par les patrons? Peut-être pas gagné. En tout cas, je crois, nous pensons que c'est une bonne chose que la discussion reprenne, si elle reprend effectivement, sur les contrats courts eux-mêmes et sur l'histoire du bonus-malus. Nous, on est assez inquiets. C'est-à-dire qu'on considère malgré tout qu'un contrat court, ça reste un contrat. On comprend bien le phénomène ou le principe, enfin l'idée de la précarité. Mais également, il ne faut pas oublier que les contrats courts correspondent juste à la vie normale et du travail, parfois, et de l'entreprise, ou des besoins de l'entreprise. De plus en plus normal, je veux dire, dans cette nouvelle économie digitale, où, par exemple, il y a des livreurs qui peuvent avoir du travail un jour et pas le lendemain. Dans cette nouvelle économie, il y a de plus en plus de contrats courts, il y a de plus en plus de métiers totalement aléatoires? Alors, il y a de plus en plus, et puis donc de plus en plus de besoins à avoir recours à ces contrats courts. Et ça n'enlève pas le fait qu'il faut s'attaquer ou adresser vraiment clairement la précarité liée aux contrats courts. Il y a des entreprises qui exagèrent, qui tirent sur la ficelle et qui font financé par le chômage, le fait qu'ils prennent des gens un jour sur deux, un jour sur trois. Oui, mais on peut trouver, pour le coup, des solutions à cela et répondre à cela précisément sans partir du principe qu'il faut taxer les contrats courts, ce qui ne peut que pénaliser l'entreprise. Je dirais que de manière générale, il faudrait arrêter de taxer systématiquement chaque fois qu'on veut faire quelque chose de différent. On va y revenir. Ça sert à quelque chose, le paritarisme, ce dialogue entre patronat, syndicat, sous la tutelle de l'État, sous la tutelle souvent envahissante de l'État? Je crois qu'ils le disent eux-mêmes. Enfin, nous ne sommes pas paritaires. Donc vous n'êtes pas dans ces discussions, mais vous accompagnez mais on accompagne, le patronat. Voilà, on accompagne. Je crois que le paritarisme, en tout cas, tant qu'il n'y a pas une nouvelle solution, en tout cas des propositions pour le modifier, c'est quand même quelque chose qui est important puis qui est ancré dans les valeurs de la société. Oui, mais ça sert à quelque chose. Je veux dire, ce ne serait pas plus simple de dire à l'État, écoutez, débrouillez-vous. Vous êtes le garant du modèle social, nous sommes les acteurs du modèle social. Je crois qu'il est toujours un peu risqué de confier l'avenir de l'entreprise et les besoins de l'entreprise à l'État. D'ailleurs, on le voit bien. Comment on fait baisser les contrats courts? Comment est-ce qu'on élimine les exagérations de certains? Alors, nous, on réfléchit, on travaille sur un point qui est de dire qu'une entreprise qui soit une entreprise qui exagère. D'ailleurs, au passage, je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de salariés qui demandent des contrats courts. Il n'y a pas que l'entreprise qui les propose, donc il faut regarder ça vraiment dans le détail. Mais tout ce qui toucherait directement à la précarité du contrat court, c'est-à-dire au manque de formation, nous, on réfléchit à comment on pourrait prendre cette prime de précarité ou une partie de la prime de précarité et la verser dans le compte de formation, dans le compte personnel de formation. C'est-à-dire, en fait, de trouver une solution à l'aide de cette prime de précarité. Ce serait peut-être une des solutions qui, en fait, limiterait la demande de contrats courts, le besoin de contrats courts de la part des salariés et qui, in fine, correspondrait ou répondrait aux besoins de former plus de travailleurs en France. Ce genre d'idée, vous les faites passer dans le grand débat national. Vous participez, vous êtes acteur de ce grand débat? On va y participer d'abord au travers de nos adhérents, parce que c'est quand même un débat citoyen, donc citoyen et d'entrepreneurs, donc on va tous y participer. Et on a proposé ou demandé à nos commissions, qui travaillent toute l'année bien sûr, de serrer quelques idées très précises qu'on va remonter, et puis on organise une réunion à Lille la semaine prochaine, à Lyon, enfin dans 2 régions. Des débats. Des débats. Pas seulement entre patrons, avec non, que entre entrepreneurs, entre chefs d'entreprise. Bon, mais ça c'est courant. C'est courant. L'idée étant là de répondre à 2 thèmes principaux posés par le grand débat, que sont la fiscalité et la réforme en profondeur de la fiscalité, et la réforme de l'État et la baisse des déficits publics. On va venir sur vos propositions éventuelles, mais est-ce que les patrons s'expriment? Les patrons ont des idées et souvent ils rechignent à les exposer en public, c'est le cas? Oui, c'est un peu le cas. En tout cas, nous, on essaye de mobiliser nos entrepreneurs. Je dirais que très souvent, les idées sont là. Très souvent, on en débat beaucoup entre nous. Et puis derrière, on est rattrapé par notre quotidien. Faut pas. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui des marteaux, qui finit tard, qui s'occupe de son entreprise. Donc, il a des idées pour son entreprise, mais il a du mal à s'exprimer, à prendre le temps pour s'exprimer. Alors, parmi les idées que vous avez exprimées précisément, vous dites on peut, et vous l'avez proposé, baisser les taxes
qui pèsent sur les entreprises et parallèlement baisser les niches fiscales, c'est-à-dire baisser les avantages fiscaux que certaines entreprises ont acquis. Comment ça marche? Alors, on est en train de travailler dessus pour essayer de faire une proposition qui tienne debout. L'idée n'étant pas de demander une fois de plus une baisse sans proposer rien en contrepartie, parce que ce serait un peu facile. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on sorte de ces taxes sur la production avant le moindre bénéfice. Taxes sur la production, c'est-à-dire tout ce qui frappe la production de l'entreprise avant qu'elle ait... Avant qu'elle ait réalisé le moindre bénéfice. Le moindre profit. Et ça, c'est une exception française. Et donc, c'est un vrai point de différentiel de compétitivité par rapport à nos voisins. Bon, il faut baisser cette partie des taxes, mais... Ou la revoir. Ou la revoir, mais s'il manque des taxes, s'il manque des recettes fiscales... Il faut supprimer certaines niches, probablement certaines niches. Et il faut également, au-delà des niches, auxquelles on est parfaitement d'accord pour réfléchir afin de les supprimer, il faut également regarder certains sujets qui sont directement payés par l'État et qui n'a pas à payer. Je dirais qu'il y a sûrement des économies à faire sur, je ne sais rien, je vais vous dire au hasard, mais Météo France, par exemple, où on peut trouver sur Internet, il y a peut-être des coûts un peu exagérés. Business France, sur lesquels il y a sûrement des entreprises qu'il faut privatiser ou mettre sur le marché. Et puis on le voit tous les jours, en fait. Il y a quand même énormément de comités, de commissions. Bon, tout ça mérite d'être revu et d'être passé au peigne fin. Je dirais que, en fait, l'idée là, c'est de dire si l'État était géré, ou le fonctionnement de l'État était géré comme nous gérons nos entreprises, et quand nous avons une dette, nous devons la payer, quand nous empruntons, nous devons rembourser, je dirais que là, si on se met autour de la table et qu'on regarde tout ça, on devrait pouvoir trouver des économies substantielles. L'INSEE a annoncé hier que la croissance en 2019 serait faiblarde, pas très forte en tout cas, nettement moins forte qu'en 2017 et 2018. Beaucoup de choses dépendent de la consommation des ménages, parce que pour l'instant, il semble que les patrons gardent à peu près leurs projets en matière d'investissement. Le moral des troupes est bon? Le moral des troupes est on va dire bon, en tout cas il est correct, il n'est pas confiant des troupes, il n'est pas abîmé, hein, voilà. Pas abîmé, confiant. Bon, je dirais qu'ils sont au travail, hein. Donc on a passé 1 mois et demi, 2 mois quand même un peu compliqués à regarder ce qui allait se passer. Je dirais que à ce jour, et c'est très important, la confiance. Et on le voit bien, les indices de confiance sur les patrons de PME restent excellents, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Pas de problème dans les entreprises. Je dirais maintenant qu'il faut qu'on trouve, nous, les moyens de réaccélérer notre business. Je dirais que dès qu'on commence à parler de consommation et de croissance autour des ménages, nous on se dit, attendez, regardons un peu chez nous, parce que finalement, ça ne peut pas rester que là. Vous voulez dire qu'il n'y a pas que la consommation des ménages qui peut tirer la croissance? Absolument. Et il faut également regarder, très vite, comment est-ce qu'on va redynamiser, revitaliser les territoires de ce pays afin de répondre aux demandes de production, à la compétitivité et à la création d'emplois. Lorsqu'Emmanuel Macron a été élu, il y a presque 2 ans, les patrons se disaient, alors certains l'avaient soutenu, même bruyamment, d'autres se disaient, bon, après tout, il peut réformer la France. Où en êtes-vous de vos relations avec Emmanuel Macron aujourd'hui? Comment est-ce que vous voyez le président de la République? Alors, nos relations avec l'exécutif en général, on va dire. Emmanuel Macron. Alors, nous, on ne le rencontre pas. On ne l'a pas rencontré. Non, mais votre relation. Notre relation, jugement. Mais ce qui a été fait, les grandes réformes qui ont été faites, donc les 3, donc fiscales, du travail et sur la formation, sont pour nous des réformes qui étaient nécessaires et qui ont été audacieuses, et il fallait les faire, elles ont été faites. Et donc vous lui faites toujours confiance? Toujours confiance. Vous avez pris un peu de distance avec Et la deuxième chose, c'est qu'on attend que ces réformes continuent, qu'elles se poursuivent. Donc on attend effectivement de lui qu'il poursuive ces réformes. Dernier point, il semble que, dernier point, c'est sur la réforme fiscale, et notamment sur l'ISF, le fait de ne pas revenir sur cet impôt toxique qui, en fait, aurait abîmé l'investissement étranger en France, nous semble une bonne nouvelle. Donc, plutôt, toujours en confiance avec le président de la République. Oui, et puis on veut que ça marche. Merci Jean-Baptiste Dannet. Merci à vous.